Bonjour à toutes et à tous, merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Voici les grands titres de cette édition. Nous nous rendrons tout d'abord au Grimaldi Forum où se déroule l'édition 2012 du Sportel. Retour ensuite sur la cérémonie de remise des prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Elle avait lieu la semaine dernière à Londres et en parallèle s'est tenue une réunion commune du conseil d'administration de la Fondation et du comité scientifique et technique, compte rendu dans ce journal. La présentation officielle d'une toute jeune association, l'association des Amis du Musée océanographique. La venue en principauté d'une délégation de la Peace Parks Foundation, conduite par l'ancien président du Mozambique. Des projets de partenariat existent entre cette entité et le gouvernement princier. Et puis, à la fin de ce journal, vous retrouverez toutes les sorties cinéma de la semaine, ainsi qu'un magazine spécial consacré au nouveau volet de la campagne de communication, Un rôle à part dans le monde. C'est le trait d'union entre l'univers de la télévision et le monde du sport. Le Sportel 2012 se tient jusqu'au 18 octobre au Grimaldi Forum. Tables rondes, conférences, rencontres, débats sont organisés autour de personnalités qui font l'actualité du sport ou qui ont marqué leur époque, à l'image du roi Pelé. Et cette année, malgré la crise, les organisateurs accueillent une vingtaine d'exposants supplémentaires par rapport à l'année passée. Frédéric Elion est allé à leur rencontre dans les allées du Sportel. Voici son reportage. Des grandes fédérations comme la NBA ou la NHL, des chaînes de télévision comme Eurosport, la RAI ou encore ESPN, les grands acteurs du sport et des médias sont tous réunis en principauté en ce moment à l'occasion du Sportel. L'occasion d'acheter et de vendre des programmes sportifs ainsi que tous les contenus qui vont remplir les tablettes, smartphones et autres écrans de télévision. La société DeltaCast, basée en Belgique, est venue vendre un outil de présentation basé sur le tactile et utilisé en Belgique, en Chine et en Allemagne. Je peux prendre la commande à partir de la tablette et on peut imaginer deux spécialistes qui vont commencer à analyser une séquence, chacun à la suite de l'autre, parce qu'on a un troisième outil ici. Le premier, c'est le Delta Highlight, donc d'analyse. Le deuxième, c'est l'outil de présentation touchscreen. Sur la tablette 3D toujours. Et là, on a un outil 2D qui nous permet d'intervenir en cours d'explication si on a oublié quelque chose. Par exemple, je veux cercler un autre joueur. Je prends mon rond, je prends la couleur bleue et je le cercle ici sans problème. Ce système est très pratique pour analyser des séquences d'un match de football, mais il sert aussi pour d'autres sports comme le golf, le hockey sur glace ou le baseball. Pour tous les exposants présents au Grimaldi Forum, le Sportel est un rendez-vous primordial. C'est extrêmement important pour nous d'être ici parce que nous pouvons offrir et présenter nos nouveautés, tous les services que nous proposons. C'est ici que tout se passe, c'est un événement important pour nous où l'on peut montrer à nos partenaires européens et mondiaux ce que nous savons faire. Et rappelons que le Sportel se déroule jusqu'au 18 octobre au Grimaldi Forum avec notamment une journée de mercredi qui fera la part belle au football avec la présence de Pelé. Et puis vous le voyez sur ces images, mardi, en l'absence du prince Albert II qui est actuellement en déplacement en Lituanie, le ministre d'État Michel Roget a effectué une visite dans les allées du Sportel. Retour à Londres à présent, où nous l'évoquions lors de nos précédentes éditions sur Monaco Info, s'est tenue en fin de semaine dernière la remise des prix annuels de la Fondation Prince Albert II de Monaco. En parallèle, a été organisée pour la première fois une réunion commune entre le conseil d'administration de la Fondation et le comité scientifique et technique. Reportage à Londres de Sandrine Nègre, Thomas Deus et Sylvain Péroumal. Les heures défilent à Londres comme l'indique Big Ben. Nous sommes le 11 octobre, en plein cœur de la capitale, à quelques mètres de Piccadilly Circus. Dans moins de 24 heures, le prince Albert II remettra les prix annuels de sa fondation. Une délocalisation temporaire dans un pays où se trouve l'une des premières branches étrangères de la fondation à avoir vu le jour. Mais pour l'heure, place à une première. Les membres du conseil d'administration se réunissent pour la première fois avec les membres du comité scientifique et technique autour du souverain. Lors de la dernière réunion du conseil d'administration, il y a eu le souhait des administrateurs d'avoir une meilleure relation, plus directe, avec les membres du comité scientifique et technique qui font un travail fondamental, puisque c'est eux qui analysent les projets qui nous sont soumis. Et dans le même temps, il y avait aussi le souci d'engager une réflexion qui soit une réflexion conjointe sur
je dirais, pour simplifier, la manière de travailler de la Fondation et voir s'il n'y avait pas, justement, à adopter des modifications dans ce processus, notamment par la création de programmes. Donc il y a une réflexion qui a été commencée au niveau du comité scientifique et technique, et puis le produit de cette réflexion, qui encore une fois n'est pas gravé dans le marbre, eh bien il a été soumis dans cette réunion conjointe tout à fait informelle, tout à fait amicale, aux membres du conseil d'administration. Ils ont pu échanger, ils ont pu mieux se connaître, et je dois dire que ça a été assez enrichissant, puisqu'on a un certain nombre de pistes, d'orientations nouvelles, de définitions nouvelles, qu'on va maintenant réapprofondir et qui va nous servir de base pour les mois ou peut-être les années qui viennent. Le comité scientifique et technique poursuit plusieurs missions, comme assurer une veille scientifique en lien avec le réseau de ses partenaires, établir les appels à projets et participer au processus de sélection des projets qui s'inscrivent dans les 3 champs d'action de la Fondation, climat, biodiversité et eau. Ce sont des programmes qui ont gagné, qui ont progressé et qui maintenant ont l'étiquette de la Fondation, soit des thèmes dans lesquels il est possible que la Fondation s'engage davantage ou avec lesquels elle a réussi à ramener des partenariats importants. Par exemple à Monaco, prenons un exemple sur Monaco, la question de l'acidification des océans a une réputation maintenant internationale. Monaco y a mis son étiquette, la Fondation a mis son étiquette, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, le musée océanographique, le centre scientifique. Il y a un partenariat important qui s'est créé. La question du thon rouge, la protection du thon rouge, le lobbying pour le respect de ces populations animales qui ont leur rôle important dans l'écosystème. Là aussi, il y a un partenariat, les métiers de bouche de la Principauté, la Fondation, le musée océanographique, le VVF méditerranéen. Donc là, il y a eu des synergies qui ont été créées et qui font que la Fondation est connue et reconnue sur ces thèmes. Et cette réunion a aussi donné l'occasion à ses membres de faire un point sur les grands principes de la Fondation Prince Albert II. La philosophie de la Fondation, c'est de financer, de trouver des projets, d'aider des projets qui travaillent sur le changement climatique, la perte de la biodiversité et de l'eau. Et cet après-midi, nous avons bien parlé de comment ces 3 zones sont liées. Ce ne sont pas 3 sujets séparés. Dans le cas de cette fondation, le rôle de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert, est très important. Les gens écoutent quelqu'un comme lui. Donc, la sensibilisation à côté de la bonne science est essentielle et assez unique pour cette fondation. Après Shanghai en 2010, Monaco l'année dernière et Londres cette année, prochain grand rendez-vous annuel pour la Fondation en 2013, en Principauté de nouveau. Du Muséum des sciences de Londres au musée océanographique, il n'y a qu'un pas, ou presque. Lundi a été officiellement présentée l'association des Amis du musée océanographique. Présidée par Peter Bogarts, elle est composée de personnes qui ont toutes pour trait commun leur attachement au musée océanographique. Favoriser le développement et le rayonnement du musée océanographique, ce sont les grandes ambitions affichées par l'Association des Amis du musée. Sa création est intervenue dans le courant de l'année 2011, mais ses fondateurs ont décidé aujourd'hui de sortir de l'ombre pour présenter officiellement cette structure très internationale. Pas moins de 13 nationalités sont représentées au sein du conseil de l'association. Nous sommes là pour aider, pour promouvoir toutes les actions de ce musée magnifique. Ce musée qui est là, pas si jeune, mais c'est ça aussi notre challenge, on peut dire. Le challenge de dire on a une toute jeune association envers un musée qui est déjà un centenaire. Et nous, on veut aider les musées de promouvoir de nouvelles actions dans tous les sens. Ce n'est pas seulement des expositions d'art, mais aussi de promouvoir les océans, ça veut dire les grands travaux qu'on fait ici à Monaco, sur le plan d'environnement, sur la présidence de notre prince, et qu'on fait ici dans ce musée, c'est la cause des océans, c'est la cause principale du musée, et c'est notre cause. Tout le monde est le bienvenu. On veut vraiment que tout le monde est à côté de nous. Ce n'est pas une association aristocrate ou quelque chose, c'est une association pour tout le monde, pour Monaco, mais pas seulement pour Monaco, pour la commune autour, pour les Français, pour la France, pour l'Italien, pour les Hollandais comme moi,
pour des Brésiliens, tout le monde qui veut, qui aime cette musée, qui pense que c'est une très bonne chose, c'est une cause qu'on aime et qui veut s'associer à nous. L'amour des océans et la fierté d'avoir à Monaco ce temple entièrement dédié à la mer et voulu par le prince Albert Ier sont les éléments fédérateurs qui ont permis de réunir tous ces généreux mécènes. Différentes formules permettront d'ailleurs au plus grand nombre de faire partie de l'association, du bénévolat à des participations financières plus ou moins conséquentes. Et pour marquer la présentation officielle de cette association, le dévoilement de nouvelles plaques au sein du musée s'est effectué alors qu'un événement majeur des dernières semaines se refermer, un événement qui a contribué encore un peu plus à la notoriété du musée, l'exposition des œuvres de Mark Quinn. Les chiffres marquants, c'est surtout 377 000 visiteurs qui sont venus depuis le 12 mai 2012 jusqu'à ce soir 15 octobre 2012, donc c'est un très très beau succès. Mais en plus de nombre de visiteurs, ce qui est important, c'est aussi de voir les scolaires, la mobilisation des jeunes et des enfants autour de cette exposition. Nous avons eu plus de 23 écoles qui sont venues au musée pour travailler sur des ateliers et d'ailleurs nous avons eu quelques travaux qui sont maintenant sur le net que nous pouvons regarder, qui sont des travaux extraordinaires de la part de ces enfants qui se sont complètement mobilisés autour des œuvres mais aussi de donner un sens à l'exposition pour ces enfants. Et pour nous, c'était très important. L'organisation du départ des œuvres de Mark Quinn prendra maintenant plusieurs jours avant qu'un nouvel événement ne vienne investir les lieux. Une délégation de la Peace Parks Foundation était en visite en principauté lundi. Objectif, poursuivre le partenariat existant entre cette entité et le gouvernement princier. La délégation a été conduite par l'ancien président du Mozambique. Le nouvel accord va notamment porter sur une aire marine protégée. Les explications de Léa Bellante. Une nouvelle réunion entre la Peace Parks Foundation et le gouvernement princier a eu lieu à Monaco dans le but de poursuivre le partenariat. Un partenariat qui fonctionne et qui existe depuis 2007. Les parcs de paix sont des zones de conservation transfrontalières qui unissent plusieurs pays. L'objectif est le développement durable au bénéfice des hommes, de la faune et de la flore. Nous pouvons développer beaucoup d'activités avec les populations qui peut comprendre l'éducation sur des nouvelles formes de production agricole avec la protection de la nature, donc sans détruire la nature, et des formes aussi de développement des petites affaires pour augmenter les revenus de chaque famille. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui bénéficient pas seulement la nature, mais qui bénéficient surtout les hommes qui vivent, et les femmes qui vivent là-bas. Les parcs de paix sont des réserves choisies pour la richesse de leur biodiversité, mais pas seulement. L'héritage culturel et le potentiel de croissance de ces zones jouent un rôle majeur. Le Mozambique, par exemple, compte sur le développement de l'écotourisme grâce à ces parcs de paix pour faire progresser son économie. La principauté de Monaco a une valeur inestimable dans la protection de l'aire marine des parcs de paix entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Nous sommes en collaboration depuis 5 ans. Nous avons développé un très bon partenariat avec de très bonnes retombées économiques. Grâce au soutien des gouvernements, comme celui de Monaco, des organisations internationales et du secteur privé, 10 parcs de paix ont pu voir le jour en Afrique. Dans les ateliers des ballets de Monte-Carlo, c'est une star internationale de la danse classique qui répétait il y a encore quelques jours. L'étoile russe du théâtre Mariinsky, Diana Vishneva, souhaitait depuis de nombreuses années collaborer avec Jean-Christophe Maillot. Le fruit de leur travail sera présenté dans 1 an à Los Angeles. José Sacré a assisté aux répétitions. Elle s'appelle Diana Vishneva, c'est une star internationale de la danse, étoile russe du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Elle s'est rendue célèbre par son interprétation éblouissante des grands rôles du répertoire classique, La Belle au bois dormant, Gisèle, Don Quichotte, La Bayadère, Le Lac des Cygnes, Casse-Noisette. Diana Vishneva excelle également dans le répertoire des chorégraphes d'aujourd'hui, Forsyth, Graham, Neumeyer notamment. Étoile guest de l'American Ballet Theatre, Diana Vishneva a triomphé sur les plus grandes scènes internationales, le Mariinsky de Saint-Pétersbourg, le Bolchoï de Moscou, l'Opéra de Paris, le Met, la Scala, le Berliner Staatsoper. Ayant manifesté le désir de travailler avec Jean-Christophe Maillot,
Elle était récemment à l'atelier des ballets de Monte-Carlo pour préparer un solo du chorégraphe directeur de la compagnie des ballets. C'était pas une question de solo vraiment, c'était une question de commencer à connaître, de commencer à se connaître et de commencer à travailler ensemble parce que ça, évidemment ça passe par une période de travail où ils pouvaient échanger entre eux et évidemment ça a une forme de solo qui fera partie d'un projet qui aura lieu en novembre l'année prochaine. Diana Vishneva, qui est effectivement la grande star du Mariinsky, depuis une quinzaine d'années, me demande de faire une création pour elle, ce que je n'avais jamais fait. C'est la première fois que je fais une création pour quelqu'un de l'extérieur. Je la connais depuis très longtemps parce que j'ai eu le privilège de lui donner sa médaille d'or lorsqu'elle avait fait son concours de Lausanne. Elle me rappelait l'autre jour que c'est ce qui avait en partie lancé sa carrière. Donc je trouvais ça assez amusant. 18 ans plus tard, je la retrouve. On prépare un spectacle, elle va faire un spectacle dont elle veut que je m'occupe, un spectacle seul, dans lequel il y aura sûrement Bernice Kopiter, parce qu'elle souhaite avoir aussi d'autres stars avec elle. On va le créer, je crois, en novembre 2013 à Los Angeles, et puis ce sera donné après en Russie. Je le ramènerai à Monte-Carlo au mois de décembre 2013, donc le public monégasque aura la possibilité de voir cette création. En tant que star de la danse, est-ce que vous imposez au chorégraphe vos idées, vos souhaits, ou bien est-ce que vous êtes curieuse de ce qu'il va lui aussi vous proposer? Collaboration en fait, parce qu'elle est très curieuse évidemment de proposer tout ce qu'elle pourrait faire. Évidemment, les chorégraphes sont très friands de potentiel qu'elle peut offrir en tant que star internationale. Et c'est vraiment une question d'échange. C'est pas du tout que quelqu'un impose à l'autre ce qu'il veut faire, mais il faut qu'il retrouve la même respiration, la même façon de penser, toutes ces choses qui mènent vers un projet chorégraphique très abouti. Jusqu'à présent, vous êtes satisfaite de ce travail avec Jean-Christophe Maillot? Effectivement, elle a vu évidemment son travail et avant de venir ici, elle avait déjà une conviction à ce que ce travail va être quand même harmonieux par rapport à... parce qu'il a quand même une base classique. Effectivement, c'est la première fois où il travaille avec une danseuse de ce profil classique, même si quelque part son profil est beaucoup plus large que simple danseuse classique. Mais elle n'avait pas de doute qu'ils arriveront à sortir quelque chose. Il est quant à lui ukrainien. Igor Grechanik expose jusqu'au 27 octobre à la Maison de l'Amérique latine. De nombreuses sculptures sont présentées. Le titre de cette exposition, La Nouvelle Harmonie. Léa Bellante a rencontré l'artiste. Considéré comme l'un des plus grands artistes contemporains en Ukraine, c'est à Monaco qu'Igor Grechanik expose en ce moment ses sculptures de bronze. Son univers s'aventure dans le monde du mythe et s'inspire d'un esprit surnaturel. Ses œuvres symboliques dépassent, selon lui, la frontière du monde réel par la grâce et la force de l'énergie interne. De père et de grand-père sculpteur, l'artiste nous invite à s'introduire dans son imagination. L'art est le seul métier que je dois faire. Même quand j'étais petit, je tâchais de m'initier à l'art, car selon moi, c'est l'unique voie pour trouver les vérités dans ce monde. L'inspiration me trouve et prend mon âme pour réaliser une œuvre. En général, c'est le monde dans lequel nous vivons qui me donne cette inspiration. L'artiste a pu exposer ses œuvres d'art à Monaco, notamment grâce au soutien du consulat d'Ukraine en France. Chaque sculpture est quelque chose comme du monde un peu différent, on peut dire, imaginaire, mais en même temps, c'est du monde aussi réel. Et le travail est tellement bon et tellement compliqué
qu'à mon avis, c'est très, très joli. Et il faut voir pour beaucoup de personnes voilà, cette exposition et ces sculptures. Igor Grechanik est né et a grandi en Ukraine. Il est diplômé de l'école d'art républicain de Kiev. L'artiste a également participé à plus d'une vingtaine d'expositions dans le monde entier. Il présente ses œuvres à la Maison de l'Amérique latine du 9 au 27 octobre. Avant de refermer ce journal, un petit détour par les cartes météo. Mercredi, temps moins beau que la veille, le ciel sera temporairement un peu gris et les températures seront de saison comprises entre 14 et 19 degrés. Jeudi, soleil et passage nuageux sans pluie, vent de la mer très sensible, temps doux. Vendredi, soleil intermittent, vent d'Italie modéré ou assez fort, température agréable à l'abri du vent. Samedi, enfin, temps assez beau, très doux et les températures oscilleront entre 16 degrés le matin et 23 degrés au meilleur moment de la journée. C'est sur ces prévisions météo que se referme ce journal. Dans un instant, la suite des programmes sur Monaco Info, avec notamment les sorties cinéma de la semaine détaillées par José Sacré et un magazine spécial de la rédaction consacré au nouveau volet de la campagne de communication Un rôle à part dans le monde.